Ce soir encore, tout de suite, l'invité de 60 minutes, il était ministre de l'économie il y a quelques jours encore. Il est même resté 9 mois et 12 jours à ce poste, ce qui en ce moment de notre vie politique peut paraître comme une éternité. Bonsoir Éric Lombard, je vous laisse vous asseoir et rejoindre ce siège. Exactement, bonsoir Éric Lombard, ancien ministre de l'économie. Ça fait donc un peu plus d'une semaine maintenant que vous avez quitté Bercy. C'est votre première prise de parole ce soir. Merci de l'avoir réservée à BFM TV. Quand vous voyez la situation politique actuelle, vous vous dites que vous avez bien fait de partir ou de ne pas être renommé? Pas du tout. Pas du tout. Je me dis qu'il faut continuer à chercher un accord parce que, en réalité, la situation du pays est sérieuse. Nous avons une économie qui risque d'être mise à l'arrêt par l'incertitude. Je vais pas revenir, mais enfin, peut-être qu'on pourra en parler sur la situation budgétaire, sur la situation de déficit. On va en parler. Il est très important de trouver un accord pour que nous ayons un budget. C'est important, nécessaire pour les Françaises et pour les Français. Cet accord est possible. Il est encore possible. Vous êtes optimiste? J'ai l'optimisme de la volonté, et on va en parler, j'imagine. On va parler du budget dans un instant. Est possible. Simplement sur le climat politique actuel, vous voyez que plusieurs ténors macronistes, je ne sais pas ce que veut dire encore aujourd'hui ce terme, mais Gabriel Attal ou Édouard Philippe qui prennent leur distance. Édouard Philippe, c'est même un coup de tonnerre qui demande à Emmanuel Macron de démissionner. Est-ce que c'est une solution pour vous qui est envisageable, le départ du chef de l'État? Non, ce n'est pas une solution qui est envisageable. Je suis en désaccord avec ces propos. Il faut que les institutions fonctionnent, c'est indispensable. Le président de la République est la clé de voûte des institutions, et donc il est hors de question que son mandat puisse être abrégé parce qu'il y a un désaccord politique qui relève d'ailleurs du dialogue entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Là, on est au-delà du désaccord politique. On change de Premier ministre au bout de 5 jours, on le renomme, il démissionne. Encore une fois, je pense tout à l'heure, on s'approche de la crise de régime. Il est essentiel que les institutions fonctionnent normalement, et dans nos institutions, le mandat du président de la République doit aller à son terme. Donc je ne serai jamais de ceux qui demanderont qu'il l'abrège. Et la référence au général de Gaulle qu'on entend parfois, oui. Le général de Gaulle avait mis son mandat en jeu sur un référendum. Il avait annoncé que s'il avait perdait annoncé, en 69, voilà. Là, c'est pas la question. Le président de la République n'a pas mis son mandat en jeu sur le fait que le budget soit adopté ou non. Bon, vous nous dites ce soir, il y a une voie de passage. Schématiquement, la voie de passage par rapport à Sébastien Lecornu, elle est sur sa droite ou elle est sur sa gauche? Nous n'avons pas à l'Assemblée nationale de majorité pour aucun camp, puisque c'est réparti. Il n'arrivera pas blocs. à convaincre tout le monde demain. La voie de passage, c'est de trouver un accord entre le socle commun, dont on voit bien qu'il est peut-être un peu moins commun qu'avant, mais un peu moins socle, qui sont ceux qui soutiennent l'action, en tout cas du gouvernement, et le Parti socialiste, pour des raisons très simples. C'est que le Rassemblement national d'un côté et la France insoumise de l'autre ne veulent pas négocier et veulent aboutir effectivement à une crise qui pourrait conduire à une dissolution. Donc le seul partenaire possible pour trouver un accord, c'est bien le Parti socialiste, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas. Philippe Brun, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes, nous disait « Notre téléphone ne sonne pas. Depuis vendredi, nous n'avons toujours pas eu le Premier ministre au téléphone. » C'est pas un tout petit peu inquiétant pour vous qui dites qu'il faut se parler, il faut trouver un accord? Ce que j'ai compris, je crois que Olivier Faure était sur votre antenne à votre place hier matin, soir. Voilà, ou hier soir, et je l'ai évidemment écouté, c'est que le Parti socialiste se déterminera Olivier Faure, en simplement fonction... pour que tout le monde voit bien d'où vous nous parlez ce soir. Vous avez été encarté pendant plusieurs années au Parti socialiste. Olivier Faure a dit même à un moment que vous étiez son ami. Je ne connais pas votre degré de proximité. Et on vous a souvent considéré comme un trait d'union possible entre le gouvernement Bayrou, vous étiez ministre, et le Parti socialiste. Je vous laisse reprendre. Absolument, et je le revendique. Effectivement, j'ai été au Parti socialiste il y a bien longtemps. Je ne partage pas les thèses actuelles du Parti socialiste, mais je connais bien les dirigeants, mais j'ai des relations amicales aussi avec Boris Vallaud, le président du groupe, Patrick Caner, je ne veux pas les mettre en difficulté. Et c'est vrai que vous, ministre, Bayrou vous auriez appelé m'avait demandé de rejoindre le gouvernement pour aboutir à un accord, encore une fois, que nous avons conclu en janvier, qui a permis que la loi de finances pour 25 soit adoptée. La question, c'est pas tellement de passer un coup de fil ou de ne pas passer un coup de fil. J'ai entendu le premier secrétaire du Parti socialiste, avec qui j'ai des relations effectivement confiantes. Aujourd'hui encore? Bien sûr. Oui. Il n'y a aucune raison que la séquence ait dégradé les relations. Il ne vous en veut pas d'être allé au gouvernement. Bon, c'était ça ma question. Alors, si on revient là-dessus, je lui avais même
avant d'accepter la proposition, je l'avais appelé, je lui ai dit, mais évidemment, si ça doit interrompre notre dialogue, ça n'a pas de sens que je rejoigne le gouvernement. Et on était convenu que le dialogue se poursuivrait. Donc, les relations restent bonnes, évidemment. Il a dit qu'il se prononcerait au vu de la déclaration de politique générale qui va intervenir demain. Et notamment... Donc tout dépend de ce que dira le Premier ministre demain. Parce que l'amitié n'est pas le sujet. L'amitié, la question, c'est quelles sont les déclarations qui sont de nature à permettre un accord entre le socle commun et le Parti socialiste. Et chacun a bien précisé, quand on suit les débats, et personne ne les suit mieux que vous, quelles étaient les possibilités d'accord et les possibilités d'atterrissage. On a bien compris ces derniers jours que la suspension de la réforme des retraites, elle a un peu remplacé l'attaque Zuckman dans le cœur des socialistes. Elisabeth Borne a jeté un pavé dans la mare la semaine dernière en disant peut-être qu'il faut envisager de la suspendre, cette réforme qu'elle avait portée pendant des mois. Et là, j'avoue que je suis un tout petit peu tombé de ma chaise. Le lendemain du jour de la déclaration d'Elisabeth Borne, un article du Parisien nous apprend que vous aviez dit la même chose, vous avez fait la même suggestion à Sébastien Lecornu il y a un mois, c'est-à-dire de suspendre la réforme des retraites. D'abord, est-ce que c'est exact ? C'était le 24 septembre. 24 septembre, donc bien avant. Vous êtes allé voir le Premier ministre pour lui dire il faut la suspendre. Oui, parce que l'analyse que je fais est que l'essentiel, c'est la stabilité de notre économie, de notre pays. Pour ça, il faut un budget. Et si on prend un peu de recul, la question des retraites, qui est un vrai problème politique, Marie-Élise Léon, ce matin, sur TF1, patronne de la CFDT, disait qu'il y a besoin d'un apaisement démocratique. Donc on voit bien que cette question, elle est très sensible dans le débat. Et c'est une question sensible parce que la réalité, c'est que nos retraites sont dans un déficit très profond. Le Premier ministre François Bayrou a beaucoup parlé de la dette et des déficits à juste titre. Mais une partie essentielle du déficit, c'est bien le déficit des retraites. Quand on regarde, je dirais tout compris, parce que dans les comptes de retraite, il y a aussi beaucoup de soutien de l'État, mais on ne va pas faire de technique. Parce que l'État cotise davantage pour ses fonctionnaires notamment. Je reviens simplement, il y a un mois, bien avant Elisabeth Borne, donc vous allez voir le Premier ministre Sébastien Lecornu, vous lui dites qu'il faut sans doute suspendre la réforme des retraites. Que vous dit-il à ce moment-là ? Il vous envoie, pardon pour l'expression, il vous envoie balader, où il dit oui, il va falloir peut-être lâcher là-dessus si on veut. Le Premier ministre n'envoie pas balader, vous allez me dire. Mais comment il réagit à ça ? Il m'a dit qu'il allait regarder, et effectivement, il a passé commande à ses équipes, et la commande est revenue à Bercy, de chiffrer le sujet. Mais il n'a jamais reparlé en public de cette suspension. Non, mais d'ailleurs, la réunion, cette discussion devait rester confidentielle, et en tout cas, c'est pas moi qui en ai parlé le premier à la presse, et ça a été fait. Le sens de ma question, c'est est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne fallait pas, quelques jours après votre discussion, qu'ils mettent ça sur la table ? Je pense que ce n'est pas du tout trop tard. D'abord, revenons quand même à cette option. Donc, nos régimes de retraite sont en déficit, mais je pense qu'il est important de se donner du temps, avant le grand rendez-vous démocratique de 2027, d'apaiser le débat, et après de trouver les voies et moyens de rétablir cet équilibre. Et Marie-Élise Léon, pardon de la citer à nouveau, mais la CFDT a toujours été très motrice sur le sujet. Et d'ailleurs, dans le conclave qui a failli aboutir à un accord, a été très active et a parlé de retraite à la carte, ce qui rejoint un peu ce que nous avions fait lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron au début, avec le projet enterré pendant le de retraite par points, mais qui est une façon peut-être de sortir par le haut de ce sujet. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut mettre autour de la table les partis ou les syndicats et faire une grande réforme qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à faire pendant son premier quinquennat. Alors peut-être pas aujourd'hui, encore que moi je souhaiterais qu'on le fasse, peut-être même en préparant l'élection présidentielle de 2027, parce que la réalité, c'est que dans le conclave, les partenaires sociaux, et notamment le MEDEF, et notamment la CFDT se sont beaucoup rapprochés, qu'il y a un accord pour rétablir l'équilibre du régime de retraite, et que moi je suis convaincu que si on donne aux partenaires sociaux, si on leur rend la responsabilité des régimes, comme on le fait sur les retraites complémentaires, l'ARCO et l'ARGIR, qui sont par les à l'équilibre, qui sont même positifs, ils vont s'en occuper très bien. Et donc, il faut remettre ça dans le dialogue démocratique. C'est comme ça qu'on va sortir votre de suggestion cette situation. Aujourd'hui, Éric Lombard, c'est on suspend la réforme des retraites, et pas juste on la décale comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron, on la suspend. Oui. On la suspend, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Oui ou non, on la suspend ? Oui, on la suspend. Je pense qu'il est important que ce mot sacramentel soit prononcé par le Premier ministre, s'il le souhaite. En tout cas, je lui adresse et ensuite, on confie aux partenaires sociaux le soin de réussir à aboutir sur un truc sur lequel ils n'ont jamais réussi à le faire jusqu'à présent. On met ça au réfrigérateur jusqu'à l'élection de 2027.
Dans l'intervalle, effectivement, il serait bon que les partenaires sociaux trouvent un accord qui permet, dans la durée, de retrouver l'équilibre du système de retraite et puis d'être soumis au débat démocratique qui aura lieu pour 2027. Si on la suspend entièrement, dès demain, si on bloque donc l'âge légal à 62 ans et 9 mois, là où il est depuis quelques jours, ça coûte combien? Alors, c'est l'intérêt de cette suspension. Elle est symboliquement très forte. Oui. Elle permet à des centaines de milliers de personnes qui auraient dû partir au début de l'année 2027 de partir plus tôt que prévu par la loi qui a été votée par Elisabeth Borne. Et le coût, malgré tout, par rapport au déficit dont on parle, le déficit l'année prochaine sera autour de 150 milliards d'euros. Oui. Le coût pour la première année, l'année 2026, sera de l'ordre de 500 millions d'euros. Et ensuite, ça va crescendo. Ensuite, ça va crescendo. Mais la ensuite, Cour des comptes disait 15 milliards en 2035. Je sais que c'est pas oui, demain. Mais 3 milliards en 2027, ce qui est trop. Mais encore une fois, je pars du principe que les partenaires sociaux, se saisissant du sujet, trouveront une solution de long terme qui permettra de trouver d'autres façons. Il y a d'autres leviers. Vous êtes optimiste, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein, vous êtes optimiste là-dessus. C'est indispensable. C'est-à-dire que je suis optimiste parce que nous n'avons pas le choix. Notre pays est face à des déficits trop importants qui font que le taux de la dette, le taux auquel nous empruntons est beaucoup plus élevé que celui des Allemands et ça pèse. Vous vous rendez compte qu'on va bientôt payer 100 milliards par an d'intérêts sur la dette? Pour l'instant, on est à 70. Ouais. Et on est à 70. Cet argent serait mieux utilisé pour financer les écoles, les crèches, la santé des seniors, tout un tas de choses indispensables. Si la France ne se dote pas de budget, si le gouvernement et le cornu est renversé dans les jours qui viennent, est-ce que vous êtes dans l'équipe qui dit les inspecteurs du FMI vont débarquer dans la minute à Paris, ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'équipe qui dit ça va, les marchés ont déjà anticipé, ils ont eu le temps depuis de longs mois, la situation en France, ça ne changera pas grand-chose sur les marchés? Je sais qu'on me reproche cette déclaration sur le FMI et je vais y revenir. S'il n'y a pas de budget... Il n'y avait pas d'arrière-pensée à ma question. Je voudrais juste savoir quel est l'état de... Les marchés financiers, et j'ai rencontré les agences de notation pour défendre la notation de la France, savent que l'économie française est solide, que la capacité de l'État à récupérer l'impôt est très grande, et que donc il n'y a pas de problème sur la solvabilité de la dette. Donc les inspecteurs du FMI, non? Non, je pense que peut-être que la dette sera un petit peu plus chère, et ça n'est même pas certain, parce que les investisseurs internationaux savent que d'une façon ou d'une autre, nous aurons un budget. Je rappelle qu'à la fin de 2024, le gouvernement de Michel Barnier est tombé en décembre, il n'y avait pas de budget, nous sommes arrivés, nous avons fait voter un budget nous avons fait adopter un budget au mois de février, et donc tout le monde sait que ça peut se passer comme ça. Mais le problème, si on n'a pas de budget, c'est qu'on passe, imaginons que l'instabilité dure, c'est qu'on passe par ce qu'on appelle une loi spéciale qui prend le budget d'une année, qui le découpe en 12 petits morceaux et qui le fait sur les 12 mois suivants, ce qui veut dire que la trajectoire du déficit, non seulement elle ne baisserait pas en 2026, mais elle continuerait à grimper. On ne serait plus à 5,4% comme aujourd'hui, mais peut-être à 5,5, 5,6, 5,7. C'est ce qu'on Dans appelle ce cas de figure-là, est-ce que les inspecteurs du FMI, toujours les mêmes, ils arrivent en France ou pas? Toujours pas, mais je dirais que c'est un peu pire que ça. C'est que le coût de la dette, encore une fois, est très élevé. Moi, je n'accepte pas qu'on ait un écart avec l'Allemagne qui soit aussi important. Il faut qu'il se réduise. Et je rappelle que si le déficit ne se réduit pas, c'est-à-dire que le niveau de la dette va continuer à monter, et c'est nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir payer les intérêts et la rembourser. Donc ce serait une très mauvaise nouvelle pour le pays. Raison pour laquelle, même si la suspension de la réforme des retraites est coûteuse, ce sera toujours moins coûteux qu'une session où nous n'aurions pas de budget. Entre deux mots, vous préférez celui-là? Ça s'appelle un compromis. Nous sommes dans une session qui est difficile. Le compromis est indispensable et il est demandé par les partenaires, par l'opinion publique. Je pense qu'il faut dépasser ce moment pour ensuite avoir un budget et continuer à être dans une trajectoire de réduction du déficit. Je veux rappeler quelque chose. Quand nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit en 2024 était de 5,8%. Le budget voté dans les conditions qu'on a rappelées, avec un accord de non-censure avec le Parti socialiste, nous a permis de descendre à 5,4%. Avec la ministre Amélie de Montchalin, parce que je veux rappeler qu'on a fait ça ensemble pendant toute cette séquence, nous avons tenu la dépense publique au 30 juin. Nous étions à 5,4%. Et la Cour des comptes, qui suit cela, considère que sur l'année, nous pouvons être dans cette réduction de déficit. Il faut absolument que l'année prochaine, on continue à réduire le déficit. Le budget qui sera présenté demain vise 4,6%, comparé à 5,4%. Dans la négociation... à 4,6, Sébastien Lecornu a dit finalement ça pourrait être 5. Voilà. Il nous reste 1 minute 30. 5, c'est trop. J'ai deux questions. Oui.
En 1 minute 30, que dites-vous à tous les Français qui appellent désormais de leur vœu aujourd'hui une dissolution pour sortir de cette crise sans fin? La dissolution donnerait probablement une chambre qui ressemblerait à celle que nous avons aujourd'hui, et surtout, elle nous interdirait d'avoir un budget, et donc elle aurait un coût économique considérable. Parce que le problème, c'est pas les agences de notation, le problème, c'est nos entreprises, et je parlais encore récemment avec les représentants des entreprises, qui arrêtent d'investir et qui arrêtent de recruter en ce moment. Donc le fait d'avoir un budget est essentiel pour notre économie et pour l'emploi. Dernière question, que dites-vous à vos amis socialistes qui, ce soir, ont le doigt sur le bouton de la censure dans l'attente du discours de Sébastien Lecornu? Il est important qu'il y ait un compromis. J'en ai donné un élément essentiel. Ce que je dis à mes amis socialistes, c'est que si cette suspension est proposée, effectivement, il faut considérer qu'ils ont eu une grande victoire, parce que ça voudra dire qu'ils auront obtenu de la part de la majorité relative actuelle un bouger très important par rapport à un élément important des réformes qui ont été faites ces dernières années. Et donc je leur dis, ce serait une belle victoire pour vous, n'allez pas trop loin. Merci beaucoup, Éric Lombard. Vous restez avec nous dans un instant. 60 minutes, joue les prolongations. Ce soir, on vous donnera les dernières infos de BFM TV sur la situation politique à la veille de la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Et puis un autre rendez-vous, 20h30, soirée spéciale. La censure est-elle inévitable? Soirée animée par Julie Hamet et Maxime Switek. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.